Soyez les bienvenus à cette nouvelle émission Facebook Live d'ici Espace Autochtone en direct. Beaucoup de monde aujourd'hui autour de la table parce que c'est une journée spéciale. D'abord, il y a la nuit des sans-abri. Nous allons en parler avec vous, Monsieur Gaudreault. Pierre Gaudreault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du RAPSIM. Alors, juste rapidement, le RAPSIM, c'est quoi? Le RAPSIM, c'est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, un regroupement de 109 organismes qui viennent en aide aux gens qui sont dans la rue ou à risque de l'être. Oui. Des centres de jour, des refuges, des projets de logement, des ressources. Oui. Et des gens accueillis, beaucoup d'Autochtones. De plus en plus, malheureusement, on y reviendra. Et nous allons parler d'eux. Alors, avec Charles Buckle-Robertson, bonjour Charles. Bonjour. Nous allons parler cette fois-ci des comédiens autochtones. Vous êtes un comédien, vous allez pouvoir parler de votre réalité. Exactement. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'est la réalité d'un comédien autochtone, vous expliquer un peu le type de casting de casting que peut avoir un autochtone avec le métissage et tout ça. Donc, oui, les rôles qu'on lui donne, les rôles qu'on ne lui donne pas. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis Anne Panassoc, bonjour Anne. Bonjour. Anne, journaliste à l'émission Enquête à la télévision de Radio-Canada. Alors, vous faites de la télé, mais vous faites aussi du podcast maintenant, de la balado. Bien, c'est une première. Oui. Une série balado, Chemin de croix, 8 épisodes, mais c'est nouveau pour moi. C'est nouveau, mais c'est fort intéressant. Absolument. Et puis, nous irons aussi du côté de Trois-Rivières parce que maintenant, les communautés atikamekw du nord du Québec reçoivent Radio-Canada en français. Vous savez que pendant longtemps, c'était desservi par CBC North. Donc, ils recevaient des émissions en cri. Mais les Atikamekw ne parlent pas en général de cri. Peut-être qu'ils le comprennent, mais le parler... Je ne sais pas. Alors voilà, maintenant, donc, les émissions de Radio-Canada, de la radio de Radio-Canada, sont offertes aux populations, aux 3 communautés atikamekw du Québec. Donc, nous allons en parler avec la directrice de Radio-Canada. D'abord, Pierre Gaudreault, donc, c'est cette nuit, la nuit des sans-abri. Oui. Ce qui veut dire... Une 29e nuit des sans-abri où on attire l'attention. C'est quelque chose qui est né à Montréal modestement. À l'époque, on parlait juste de la nuit des jeunes sans-abri. Oui. Et maintenant, ça se tient dans une quarantaine de villes, dans presque toutes les régions du Québec, ce soir, à partir de la fin de l'après-midi. Et les gens se rassemblent, différentes activités sont organisées pour attirer l'attention sur la réalité de l'itinérance. En dehors de Montréal, on en parle peu, mais cela existe. Oui. Et pour essayer aussi d'interpeller les gouvernements, et là, on en a un nouveau pour qu'il y ait davantage d'actions qui soient menées pour contrer le phénomène. Et les populations les plus importantes dans la rue, ce sont les Autochtones, non? À Montréal, c'est malheureusement un développement. À Montréal, oui. On est à la 29e édition de la Nuit des sans-abri. Il y a une trentaine d'années, nous, le réseau d'aide aux personnes itinérantes, on existe depuis 45 ans, il y en avait peu. Contrairement à d'autres villes canadiennes, moi je viens de Hull, au bord à Ottawa, il y avait des sans-abri qui étaient autochtones déjà il y a longtemps. Oui. Toronto un peu aussi, évidemment, dans les villes de l'ouest du Canada. Oui, oui. La situation à Montréal, malheureusement, s'est développée au niveau de l'itinérance autochtone autour, avec l'arrivée du deuxième millénaire. On a vu davantage de gens, on a vu davantage de ressources se développer pour répondre aux besoins, mais définitivement pas assez. Donc, il y a des gens qui arrivent à Montréal et qui tombent à la rue. Et c'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les Autochtones. Quand on regarde dans la liste du réseau, il y a 2, 3 services pour les Autochtones. Il y a PAC, évidemment, Projet autochtone du Québec, je pense que c'est un des plus importants. Il y a chez Doris, parce que les femmes peuvent aller chez Doris, mais à part ça... Il y a le foyer des femmes autochtones, qui est plus de l'hébergement à court, moyen terme. Il y a le centre d'amitié autochtone qui accueille, qui est un centre de jour, qui est un centre de jour, et qui a des patrouilles de rue. Oui. Il y a d'autres organismes aussi qui accueillent, oui. mais avec toutes les difficultés qu'il y a pour accueillir correctement, culturellement adapté. Il y a beaucoup de barrières à l'accès et dans bien des cas, les Autochtones ne voudront pas aller dans certaines ressources. C'est moi ce que je pense parce qu'il y a les Autochtones qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement de difficultés, ils arrivent à Montréal, mais la difficulté vient de se trouver un logement, de trouver du travail, donc les préjugés, s'intégrer à la société. Donc, il y a cette difficulté-là, je pense, à laquelle chaque Autochtone, puis il manque beaucoup d'organismes pour accompagner ces gens-là. Il y a beaucoup trop d'organismes de première ligne, puis pas assez pour l'accompagnement des gens dans leur étape où ils sont rendus, où ils sont rendus dans leur vie. Donc, c'est ce que je trouve un peu qui manque dans la ville de Montréal. C'est des organismes où on accompagne la deuxième ligne, en fait, on pourrait dire. Mais la première ligne, c'est déjà de se trouver un logement, de se trouver un endroit pour dormir la nuit.
Et elle est là, la plus grande des difficultés. Elle est là, mais je suis tout à fait d'accord qu'il manque de ressources en deuxième ligne pour favoriser la sortie de situations d'itinérance et la prévenir aussi. C'est ça. Avec un accompagnement, un accueil qui soit adapté, définitivement. Au niveau des ressources, il y a un manque de ressources d'hébergement de première ligne. Le Projet autochtone du Québec fait un bon travail, mais encore là, parfois les gens vont pas préférer la rue, mais vont vouloir se retrouver entre eux à la rue, dans certains cas. Oui. Il y a le Toit Rouge, qui est au nord de la Place des Arts, une église qui est une halte chaleur l'hiver, qui est très fréquentée par les Autochtones. Mais qui accueille encore là seulement le jour. Oui, et la nuit, l'hiver, comme halte chaleur. D'accord. Et depuis l'hiver dernier, ouvert à tout l'hiver, peu importe la température, et ce qui est très bien. Il y a Point d'Or aussi, qui était dans l'ouest du centre-ville, qui est un centre de jour, qui accueille beaucoup d'Autochtones, qui là, est à se relocaliser dans le sud-ouest du plateau, mais... et qui a un peu de difficulté, non? Ça a été difficile. Il y a eu un peu de L'accueil n'est pas chaleureux. Il y a eu un peu de remous. Oui, Mais, effectivement, il y a eu du pas dans ma cour, mais souvent les médias vont mettre l'attention sur le pas dans ma cour. On l'a vu aussi sur les services d'injection supervisés. Ça prend 2-3 personnes qui gueulent fort et quelques médias qui en parlent beaucoup. Puis on a l'impression qu'il y a globalement un pas dans ma cour. Parce qu'on a vu beaucoup dans le plateau aussi, c'est autant au niveau des élus, des organismes que des citoyens et citoyennes, du monde qui veulent que l'organisme soit là parce qu'ils voient les gens. Mais est-ce que ce sont surtout des Premières Nations ou des Inuits? Moi, je vois beaucoup d'Inuits. Énormément. Énormément d'Inuits. Il y a beaucoup d'Inuits. Ou ça doit être selon les quartiers, peut-être? Bien, au centre-ville, les données qu'on a, qui sont partielles, évidemment, parce que les données, c'est les données des gens qui fréquentent les ressources. Alors, tout le monde ne fréquente pas les ressources. Il y a les données aussi du dénombrement de 2015. Il y avait quand même, dans la composition au niveau autochtone, une bonne diversité en termes de provenance des différentes nations. Mais effectivement, une forte prévalence d'Inuits, surtout à la rue. Et on parlait de chez Doris tout à l'heure. L'âge moyen, c'est des jeunes, des adultes, des jeunes adultes, ou on va jusqu'à... Tous les âges. Tous les gens? Tous les âges, mais beaucoup des jeunes d'âge moyen, adultes, dans les gens qu'on voit à la rue, tristement. Là. Et en très grande difficulté. Et là, on est en train d'essayer de développer des services pour l'ensemble de la population, mais qui doivent aussi être capables d'apporter une réponse aux Autochtones, des services qu'on appelle en anglais des wet services, où la consommation peut être permise, parce que de consommer à l'extérieur, c'est très dangereux en termes d'hypothermie, en termes de conditions de sevrage. Donc, on travaille pour que des réponses accrues soient apportées aux gens qui sont déjà dans la rue. Mais ici aussi, comme vous le disiez bien, il faut travailler pour que les gens ne tombent pas à la rue. Et évidemment, puis on le soulève avec bien d'autres, travailler pour que les conditions soient là, pour que les gens vivent, ne soient pas obligés de venir à Montréal en raison du surpeuplement dans les logements, de difficultés. Donc, c'est ça les raisons. Je m'en allais vous demander pourquoi il y a cette croissance d'itinérants des Premières Nations. Mais là, vous venez de le dire. On vient d'en nommer certaines. Ce qu'on a vu aussi dans certains cas, c'est des gens qui arrivent pour se faire soigner, un système de santé. Beaucoup chez les Inuits, là, justement. Pas d'eau courante dans les communautés. Oui, pas d'eau courante dans les communautés. Surpeuplement dans les logements. Les gens viennent à Montréal et dans d'autres grands centres. Les gens qui viennent aussi puis pour s'insérer ou pour développer une formation académique ou avoir des soins de santé et qui se retrouvent en rupture du lien avec le milieu académique, en rupture des soins au niveau du système hospitalier et qui, là, dépendant de la communauté qu'ils ont ici, vont pouvoir rapidement, malheureusement, se retrouver à la rue ou dans les ressources. Alors, Anne, vous la connaissez, la réalité, vous, justement, peut-être pas dans les gens dans la rue ici, mais dans les communautés, comment vivent les gens dans les communautés, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Bien sûr, mais c'est drôle parce qu'il y a une anecdote tout de suite qui me vient en tête quand j'entends ça, la croissance. Je me souviens des Inuits qui venaient à Montréal il y a peut-être 40 ans, peut-être 40 ans même déjà. Lorsqu'ils voyaient un itinérant, ils me disaient, mon Dieu, comment ça se fait? Là? Il n'y a pas de famille, lui. Comment ça se fait que sa famille ne s'occupe pas de lui? Ils étaient étonnés de voir Il n'y avait pas d'itinérants des Premières Nations, là, mais ils étaient étonnés de voir qu'il y avait de l'itinérance, qu'il y avait des mendiants. Et là, on en voit de plus en plus. Puis on dit, ils n'ont pas de famille, eux autres? Oui, ils ont des familles, mais des familles qui sont débordées. Là, on connaît la situation. Mais je ne connais pas tellement la situation de l'itinérance, mais ce que j'ai réalise, c'est que les gens qui ont une vie, disons, anormale, sont souvent des gens qui sont tombés dans la drogue, dans l'itinérance aussi, certainement. C'est des gens qui ont vécu des abus sexuels. C'est des gens qui ne se relèvent pas d'abus sexuels, de violences sexuelles, ou qui fuient la violence sexuelle.
Ça, je fais un lien direct. Et vous en avez rencontré beaucoup. Je fais un lien entre l'abus sexuel et les suicides également. À Sept-Îles, lorsqu'il y a eu l'enquête du coroner sur les 5 suicides à Sept-Îles, il y a quoi, 1 an, 2 ans peut-être déjà? Les 5 victimes, les 5 personnes qui s'étaient suicidées avaient vécu des abus sexuels. Il y a un lien direct. Les femmes le faisaient spontanément. En tout cas, moi, les femmes, nous le font spontanément. Et la seule étude que j'ai vue, c'est celle, justement, d'enquête du coroner. Mais il y a un lien là. Mais je ne sais pas s'il y a un lien avec l'itinérance, par contre. Là, on est dans une autre ballgame, comme on dit en anglais. Non, vous avez tout à fait raison de soulever le problème. Statistique Canada a fait une grande enquête sur le vécu d'itinérance dans la vie des Canadiens et Canadiennes. À peu près 30 000 personnes, l'enquête générale sur la situation des ménages, quelque chose qui est vraiment très rigoureux et exhaustif. Et 7 des femmes au Canada et 8 des hommes ont vécu à un moment de leur vie des situations d'itinérance cachées à un moment de leur vie. Mais quand on regarde la prévalence d'un vécu d'itinérance pour les Autochtones, pour les gens qui sont passés par le réseau de guillemets protection de la jeunesse, dans les gens qui ont perdu leur réseau, qui sont déménagés souvent, donc beaucoup de conditions qui appartiennent et qui sont le vécu, pas qui appartiennent, mais qui sont le vécu de bien des Autochtones, on passe à des taux de 15, 22, 25 % de gens qui ont vécu dans une période d'itinérance dans leur vie. Donc, les périodes, pas les périodes, mais le placement ou l'utilisation des réseaux de protection sont souvent liés aussi à des agressions sexuelles, dans plusieurs cas, et pas toujours appropriées, on le sait. Donc, et ça, ces statistiques-là, c'est canadien ou c'est québécois? Canadien. Canadien. Et on est en train au Québec de l'extraire pour la rendre, parce que les situations se ressemblent et sont différentes. Mais c'est l'enquête générale de Statistique Canada sur l'itinérance qui achète. Parce qu'on imagine Vancouver, on connaît Winnipeg, bon, les grandes villes de l'Ouest, mais on n'imaginait pas qu'ici à Montréal, ou à Québec, que ça soit la même chose. Les premiers regards qu'on a faits sur les données québécoises de cette enquête canadienne-là il y a quand même beaucoup de similitudes, malheureusement. Voilà. Alors, Anne, maintenant, je me tourne vers vous parce que, je le disais, vous en avez rencontré beaucoup des gens qui ont vécu ces situations-là, qui auraient pu devenir itinérants parce que, justement, leur vie avait été démolie par le passé. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Et alors, on va parler de 2 choses. On va parler, d'un reportage que vous avez présenté à Enquête, mais aussi d'une balado qui raconte l'histoire de beaucoup de gens qui ont soit perdu des enfants, qui ont disparu comme ça. Oui. Parce que, évidemment, toute la question des abus, on a fait des reportages d'enquête sur les abus sexuels que les femmes avaient vécus, soit aux mains de certains policiers de la Sûreté du Québec, mais aussi à l'interne. Évidemment, il y a la violence. Et c'est souvent un effet, un ripple effect, un effet de domino, malheureusement. Des gens qui ont été abusés deviennent des abuseurs. On connaît ça. Mais dans le balado, 8 épisodes, on l'a appelé Chemin de croix, mais ça débute sur une chose, puis ça finit sur l'autre, mais il y a un lien. C'est que les enfants disparus de Pakwashipi, qui ont été envoyés à l'hôpital de Blanc-Sablon. Alors, c'est une communauté Innu, on va la situer. Petite communauté Innu sur la Basse-Côte-Nord. C'est la dernière communauté au Québec près du Labrador qui avait envoyé des enfants à l'hôpital de Blanc-Sablon dans les années 71-72. Donc, en très peu de temps, en 18 mois, 9 enfants de la communauté ne reviennent pas de l'hôpital. Et les gens ne savaient pas si vraiment les enfants étaient décédés. Et s'ils l'étaient, ils étaient décédés de quoi? Et ils étaient enterrés où, en fait? Et même plusieurs disaient, mais ils ont peut-être été adoptés. Bon. Alors, on a cherché ces informations-là. On a découvert que ces enfants-là, d'après les archives médicales, sont décédés. Mais ils ont été enterrés à Blanc-Sablon. Et on ne s'explique pas pourquoi l'hôpital n'a pas averti les parents. Pourquoi l'hôpital n'a pas renvoyé les corps. Encore dernièrement, j'ai parlé à un médecin qui était dans cette région-là à l'époque. Il disait, on ne comprend pas, parce que normalement, les corps étaient renvoyés dans les communautés blanches ou Innu. Et là, dans ce cas-là, on ne l'a pas fait, pour n'a pas averti les parents de l'inhumation. C'est quand même assez incroyable. Donc, rester 40 ans sans savoir si son enfant est décédé, moi je suis mère, je suis grand-mère, je ne peux pas, c'est épouvantable. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un lien avec les os blancs. Alexis Jovenot, c'était lui qui avait le téléphone. C'est lui qui aurait dû avertir les parents et la communauté Pakwashipi est en rupture avec Alexis Jovenot. C'était le père Jovenot qui était là, donc. Qui était là à ce moment-là et qui avait forcé la déportation, le déménagement des gens de Pakwashipi vers la Romaine, vers Unamenchipou, quand même 300 km de là. Et les gens, certaines familles avaient décidé de retourner à pied dans leurs terres ancestrales à Pakwashipi et le père Jovenot les a punis et avec le gouvernement a envoyé des messages au gouvernement, ne les aidez pas. Alors ces gens-là... On les a abandonnés. On les a abandonnés. Et c'est à cause de cette situation-là que les enfants de Pakwashipi n'ont pas reçu les soins adéquats. Si je fais une histoire courte. Mais
travaillant là-dessus, les Atikamekw prennent contact avec moi, ceux qui sont en Mauricie ou de Mauricie, bon, les 3 communautés Atikamekw disent « Nous, c'est la même chose. On a perdu des enfants, puis on ne sait pas où ils sont. » Une vingtaine de familles cherchent leurs enfants. Et là encore, là, quand on a parlé d'Alexis Jovenot, puis que les femmes ont parlé des agressions sexuelles de Jovenot, les Atikamekw m'ont dit « Nous, le père Houle, il faisait la même chose. Le père Houle faisait exactement la même chose. » Je dis « Parlez-moi du père Houle, qui a été à Wemontachi, qui a été à Manawan. » Et Manawan s'était plaint de lui auprès des autorités religieuses. Alors, ils ont décidé de le déménager, de le sortir de là. Et imaginez qu'est-ce qu'ils font avec. Ils l'envoient à Pessamit, chez les Inuits, le père Houle. Pour poursuivre son œuvre. Pour poursuivre. Alors, j'appelle Pessamit. Houle, est-ce qu'il a fait des dommages chez vous? On me dit, pas tellement, on l'aimait pas beaucoup, il était violent avec les enfants, il donnait des coups de pied, mais Archambault, par exemple, là, on me parle. Alors, finalement, de fil en aiguille, je trouve suffisamment de témoignages pour incriminer 10 oblats différents dans 8 communautés, soit Atikamekw, soit Inuits, qui ont été des abuseurs. Donc, on commence avec les enfants disparus, le rôle des oblats là-dedans, et finalement, on finit avec les abus sexuels. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute cette série-là, ce que je voulais surtout démontrer, c'est qu'il y a des résistants. Il y a des gens qui se sont rebellés, qui ont posé des questions, qui n'ont peut-être pas eu réponse, mais qui ont posé des questions, qui se sont plaints des curés, qui sont retournés sur leur terre ancestrale. Oui. Ce sont des résistants. Il y a des gens qui ont survécu et qui ont continué à vivre, qui ont continué à poser des questions. Et il y a là une prise de parole, pour moi, qui est libératrice, certainement. Et je ne veux pas que ce soit une histoire juste triste. Oui, il y a des victimes. Oui, il y a des horreurs. Mais pourquoi ça sort maintenant? Ça s'est passé dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça sorte? Mais les abus sexuels sont poursuivis jusqu'en 2000. Hein? Oui, dans les années 90-2000. Oui, absolument. Mais maintenant, les langues moi, se je pense que dénient. c'est un MeToo autochtone. Ah oui. Je pense vraiment qu'il y a une prise de parole qui a débuté avec les pensionnats, qui, là, avec les enfants, sont mis à parler des enfants. On l'a vu quand les femmes et les hommes sont venus aux audiences de l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées ou disparues à Maliotenam en novembre dernier. Ils venaient parler des enfants disparus. Et ils ont dit, mais on va aller plus loin, on va dire tout ce que faisait Alexis Jovenot. Et c'est ça. Et on parlait donc des abus sexuels de Jovenot. Et ça a incité les Atikamekw aussi à parler des abus sexuels chez eux. Il y a des gens qui m'ont parlé pour leur première... Des vieux de 75 ans, c'est la première fois que j'en parle. Ah, wow. J'avais 5 ans. Puis il m'a abusé, le père meilleur. Et ce qu'on me dit à chaque fois, je suis contente d'avoir parlé. J'ai pu me libérer de ce fardeau-là, de l'abus, mais du silence qui m'a été imposé. Et donc, c'est ça, le silence imposé parfois par la communauté ou les aînés, mais par les religieux, les institutions, et la prise de parole qui a continué toutes ces années-là et qui, là, elle devient tellement forte qu'on peut que l'entendre. Oui, absolument. Et donc, on l'entend dans la balado, mais également dans votre reportage qui a été présenté jeudi soir à Enquête. Oui, jeudi soir, c'était que sur les abus sexuels. C'était sur les 10 oblats qui ont abusé sexuellement, en général d'enfants, parfois de femmes. En général, c'est des enfants, des gamins, des fillettes. 6, 7, 8 ans, 9 ans. 10 oblats, 8 communautés. Et aujourd'hui, vous savez que le diocèse de Montréal, le diocèse de Québec, l'Association des évêques catholiques du Québec disent « Oh, merci, merci Enquête ». Ils m'ont envoyé des tweets « Merci Anne Panasok d'avoir fait cette enquête » et on ne peut que se révolter et chercher la vérité. Alors, les Autochtones, les Québec et nous, ont brisé le silence. C'est assez extraordinaire. Ils ont tellement parlé fort que là, les communautés sont obligées de dire « Oh! » Oui. Mais comment guérir ces gens-là maintenant aussi? Parce qu'il y a des répercussions qui auront duré toute leur vie. Il y a un recours collectif. Là, on est supposé dire action collective. Il y a un recours collectif. Et ce qu'on comprend, c'est que les Oblats ont accepté de négocier une entente hors cours. Ce qui va éviter aux victimes de devoir témoigner, gagner du temps, c'est pas rien. Mais en général, les gens m'ont dit, dans le fond, ce qu'on veut, ce sont des excuses. On veut que la congrégation des Oblates de Marie Immaculée reconnaisse qu'il y a eu des abus et qu'ils ont laissé faire. Souvent, ils savaient et ils ont laissé faire. Donc, c'est la reconnaissance. Il faut parler, mais il faut être entendu. Bien sûr. Alors, être entendu, ça veut dire, oui, je reconnais le tort. Et des excuses, davantage que de l'argent. L'argent ne règle pas le problème. Des excuses. Et puis, évidemment, s'assurer que ça ne se reproduira pas, c'est bien entendu. Mais moi, je rêve d'une enquête publique. Moi, j'aimerais ça, d'aller fouiller dans les livres. Oui. Est-ce que ce sera possible, une enquête publique? Mais écoutez, ils l'ont fait aux États-Unis, en Pennsylvanie, ils l'ont fait au Chili, ils l'ont fait en Irlande. Si on ouvrait les livres et qu'on pouvait dire, ah, tiens, il savait pour tel curé, puis c'était noté, puis là, on l'envoie, on trouverait beaucoup plus que 10 Oblats. Et dans le recours collectif, d'ailleurs, il y a 17 Oblats qui sont dans la mire, parce que c'est pas seulement les Inuits, pas seulement les Atikamekw, mais aussi les Anishinabés et les Cris. Donc, c'est toute personne qui a été
agressés sexuellement par un membre de la congrégation des Oblats. Ça peut être des Allochtones aussi. Il y en a quelques-uns qui ont pris contact. Alors, ils s'approchent de 100 victimes, 17 Oblats. Moi, je ne pensais pas fini. Si on ouvrait les livres, oh mon Dieu, on aurait beaucoup plus. Parce qu'il y a des statistiques qui disent que 10 des prêtres sont des abuseurs. D'après une étude d'un prêtre américain, d'ailleurs. C'est un sociologue, prêtre américain. 10 des prêtres sont abuseurs ou ont été abuseurs. Les Oblats sont peut-être plus tellement nombreux maintenant, mais ils étaient très nombreux dans les années 50, 60, 70, dans les communautés autochtones. C'était leur mission d'évangéliser les Autochtones. Alors, c'est 10 Oui. Est-ce qu'au réseau, vous avez eu des témoignages comme ça des personnes autochtones qui ont révélé des passés troubles comme ça? Dans les ressources, oui, c'est des témoignages qui sont entendus, mais vous parlez du temps que ça prend avant que les gens puissent s'ouvrir. Souvent, quand les gens sont accueillis dans l'urgence, ils vont parfois parler de leur parcours, mais trop souvent, le temps n'est pas là, les conditions ne sont pas là pour que la vérité sorte. Oui. Ça prend une personne qui commence, puis qui dit, puis qui continue, puis tout ça. On dit, pour une personne qui se plaint, il y en a 9 qui ne se plaignent pas. Exactement. Mais ça prend du temps, mais ça finit par sortir. Ça finit par sortir. Moi, je trouve qu'ils sont résilients, ils sont vivants, et c'est ça que j'aime. Et comment il s'appelle? Richard Kistabi, je disais, il faudrait inventer un mot pour nous nommer, nous, les survivants. Il faudrait un nouveau mot. Et je crois que c'est un nouveau mot. Je ne sais pas comment on pourrait le dire en nous. Je sais pas. Des survivants. Vous savez, vous parliez des Atikamekw, ils ont été aussi touchés par cette réalité. Alors j'espère qu'ils abus, des enfants, de tout en fait. Et j'espère qu'ils vont pouvoir évidemment regarder votre reportage d'enquête, mais surtout écouter votre balado. Le balado, vous savez, c'est l'application Ici Première. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, sur votre tablette, Ici Première. Chemin de croix, il y a 8 épisodes. Si vous le faites sur votre téléphone, moi je le fais sur le téléphone, il y a une application balado, puis on demande Histoire d'enquête. En fait, ça fait partie d'une série qu'on commence à Radio-Canada qui s'appelle Histoire, au pluriel d'enquête. Il y a eu un premier balado par ma collègue Isabelle Richer sur l'affaire Jolivet, et moi j'arrive avec 8 épisodes, Chemin de croix. Alors ça se télécharge, puis on l'écoute quand on veut, on l'écoute dans l'auto quand on roule entre Montaché, La-Tuque ou entre Sept-Îles et Montréal. Ou entre Mastéouillache. Oui, au Mastéouillache et Montréal. On l'écoute dans le métro si on habite Montréal. On l'écoute dans le bois, même si ça prend un réseau cellulaire. Là, ça serait plus difficile. Ou on l'écoute en se rendant jusqu'à Trois-Rivières. C'est là qu'on va aller tout de suite. On va aller rejoindre Nancy Sabourin. C'est la directrice des services français de Radio-Canada Mauricie, Centre du Québec. Parce que les Autochtones, les Atikamekw... Bonjour, Madame Sabourin. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. C'est ça, Madame Sabourin. Vous allez desservir la radio de Radio-Canada. Donc, votre service à vous, à Trois-Rivières, va desservir les communautés Atikamekw du Québec. En fait, c'est déjà fait depuis le 17 octobre au matin. Notre antenne locale Mauricie Centre du Québec est maintenant diffusée dans les 3 communautés Atikamekw de Manawan, Wemontachi et Obidjiwan. Donc, à 6 heures le 17 octobre au matin, les gens pouvaient entendre notre programmation locale, puis on est très, très fiers de ça. Alors, qu'est-ce que vous leur présentez? En fait, ils ont accès... Oui, effectivement, ils ont accès à l'antenne de Radio-Canada Mauricie Centre du Québec. Et au niveau local, bien sûr, il y a notre émission matinale à Trois-Rivières qui est Facteur matinal. Également, notre émission d'après-midi de 15h30 à 18h qui est 3:60 p.m. Et tous nos bulletins de nouvelles qu'on fait là, au top de l'heure à tous les jours, et ce, 7 jours sur 7. Donc, les gens peuvent entendre parler de la région parce que vous savez qu'auparavant, bien sûr, les communautés autochtones avaient accès à Ici Première, mais c'était l'antenne de Montréal avec des détachements de l'antenne de Chisasibi en langue cri. Alors, les grands chefs se sont dit, Atikamekw se sont dit, on serait peut-être mieux desservis si on avait l'antenne locale de Trois-Rivières. Et c'est ce qui est arrivé mercredi matin. Donc, CBC North, les émissions en langue cri ne sont plus présentées alors? Ne sont plus présentées. Puis je regardais des statistiques qui ont été produites là, pour la demande au CRTC et je voyais, là, selon ce qu'on nous dit, qu'il y a seulement 5 personnes dans les 3 communautés Atikamekw qui parlent cri, alors que la plupart parlent Atikamekw. Alors, je pense que c'était un choix logique, si on peut dire. Mais vous savez quand même que vous avez de la compétition parce qu'il y a les radios communautaires qui marchent très, très fort dans les communautés. Oui.
Effectivement. Puis je pense qu'on a des contenus complémentaires. Ils ont besoin de leur radio communautaire qui sont effectivement très, très ancrés dans leur milieu, avec leur langue, avec leur culture. Mais nous, ce qu'on veut faire, puis on espère que cette nouvelle-là va créer un pont plus solide entre les communautés autochtones et Radio-Canada. Puis on veut vraiment être davantage le reflet de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, et pas juste parler des problèmes sociaux. Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir. On parle beaucoup des problèmes sociaux, puis vous en parliez là, juste avant qu'on ait le début de cette conversation, mais nous, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vivent ces gens-là? Quelles sont leurs préoccupations? Alors vraiment, c'est une main tendue qu'on fait aux communautés Atikamekw de ces 3 communautés-là, puis on espère être à la hauteur des attentes. Donc, vous allez parler avec eux, vous allez aller dans leur communauté, vous allez être sur le terrain aussi. On l'était déjà, on veut l'être encore plus, puis on commence ça la semaine prochaine. On s'en va, toute l'équipe de l'émission d'après-midi 360 PM, on s'en va à Latuc. On aurait aimé aller dans une communauté, mais techniquement, c'était impossible de le faire. Mais les gens des communautés Atikamekw sont souvent à Latuc. Alors, on s'en va à Latuc faire une émission spéciale, 100% Atikamekw, avec une portion musicale. Et on est allé, notre collègue Élise Allard s'en va justement à Wemotaci, là, mardi et mercredi prochain. Elle veut parler de plein de sujets. Elle veut parler, je lui parlais tout à l'heure, j'ai dit, Élise, quels sont tes sujets? Elle veut parler de compostage et recyclage dans les communautés Atikamekw. Elle veut parler des femmes qui cuisinent là-bas de façon très communautaire. On veut parler des maisons de jeunes qui ont des projets, semble-t-il, absolument formidables. Et on veut entendre des artistes locaux aussi. Puis on aura d'ailleurs une portion musicale, entre autres, avec Laura Nicoué lors de notre émission du 25 octobre. D'accord. Et on vous satonise, en fait, si on est à Manawan ou Wemotaci ou dans l'autre communauté, on vous satonise sur quelle fréquence? Écoutez, j'ai pas les fréquences avec moi, malheureusement. Je pourrais pas vous donner les fréquences. Je suis pas fine, hein? Ah! Je ne les ai pas, mais je présume que les gens là-bas les ont. Et puis, si je pouvais vous donner cette information un peu plus tard, on les ajoutera sur la page d'Espace Autochtone. Parfait. Je suis désolée de avoir cette spécificité-là. Pas de souci. Merci beaucoup, Mme Sabourin. Merci de nous avoir parlé de l'entrée de Radio-Canada dans ces communautés. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Hein? Ça leur donne de l'information en français, bon, pour tous ceux qui veulent l'écouter en français. Et puis sinon, en Atikamekw, pour les gens qui écoutent la radio communautaire, j'en parle parce que c'est important. C'est très crucial, les radios communautaires dans les communautés. Oui, on dépend quasiment de ça. Il y a le bingo qui joue là-dedans. Les appels, la musique de party, tu sais, donc, oui. L'autre jour, j'ai fait une entrevue avec justement une personne, comment elle s'appelle? Elle a fait un film pour le Wapikoni Mobile, Madame Marc. Elle est dans les communautés Innu. Je ne me rappelle plus quelle communauté. Mais en fait, elle attend... Beaucoup de marques. Oui, il y en a tellement. Elle sur la Basse-Côte en général. Exactement. Elle était sur la Basse-Côte-Nord, justement. Elle attendait sa sœur. Elle voulait que sa sœur se joigne à moi pour l'entrevue téléphonique. Alors, elle a fait l'appel sur la radio communautaire. Ah oui. Et elle est arrivée. 15 minutes après, elle était là. C'est impossible d'aller dans une communauté. Ils vont à Latuc plutôt qu'au Wemotaci. Au Wemotaci, il n'y a aucun hébergement. Il n'y a pas d'hôtel. Non, c'est ça. Il n'y a pas de réseau cellulaire encore. Non. Il n'y a pas de réseau Manawan, il y en a un, mais pas partout. Il y a quand même une auberge. Donc, j'ose même pas demander est-ce que c'est Internet haute vitesse? Non, mais non, c'est ça. Et est-ce que les maisons ont vraiment tout Internet? Il y a encore un manque de services. Oui, absolument. Absolument. Oui. Je ne parle même pas d'Opichiwan. Ben, c'est ça. Non, c'est l'éloignement qui fait ça aussi. Hein. Fait que ça n'améliore pas ces conditions-là non plus. Donc, il faudrait trouver des solutions qui... Mais en contrepartie, la langue atikamekw est parlée par tous. Oui. Exact. C'est vrai. C'est vrai, oui. La langue l'Innu le sera de plus en plus. Il y a des cours d'Innu qui sont donnés un peu partout, hein, c'est bien. Mais là, on ne va pas parler de cours d'Innu avec vous, Charles. On va parler... Vous avez quitté, vous, votre communauté pour venir jouer à Montréal. Exactement. Parce que jouer dans les communautés, il n'y a pas beaucoup de travail quand même, là. Hein. Les comédiens... C'est plus restreint, plus restreint. On n'a pas de scène théâtrale. On a des scènes de musique, mais bon, propice pour le théâtre, c'est plus restreint, disons. Oui. Donc, il faut aller s'affilier avec les villes avoisinantes ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même possibilité, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux dans... Vous êtes de Mastoyache. Oui, moi je suis dans le royaume du Saguenay, il y a beaucoup de comédiens. Oui, ben, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de talents qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui viennent ici, oui, c'est ça. Exactement. Donc, on vient ici, c'est ça. Mais alors, on va parler de la facilité ou de la difficulté de travailler ici dans un grand centre comme Montréal, un centre urbain. Je sais que, bon, il y a comme plusieurs catégories d'emplois quand on est autochtone, un peu. Hein? En même temps, oui, tu sais, comme on vous dit aussi que, mettons pour un casting, bon, il y a plusieurs castings différents, on n'a pas tous le même casting. Donc, il y a trois types, moi je dis qu'il y a trois types
trois types de comédiens autochtones. On a le premier qui est celui qui a les traits physionomiques autochtones, OK? Mais sans accent dans son français, donc un français impeccable. Le deuxième trait... Alors, c'est vous, ça? Ça, c'est moi, peut-être avec les traits puis sans l'accent. Oui. Le deuxième type, on a les traits physiques et il y a l'accent soit d'une langue autochtone quelconque. Donc, là, on a le pur, que je dis, la vérité, le vrai visage, la vraie langue, la sonorité, la façon dont ils vont s'exprimer en français, ça va être complètement différent. Donc, et on a le troisième qui est sans trait physionomique et qui parle très bien français. Et je dirais même le quatrième qui a pas de trait physionomique et qui parle la langue aussi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de l'air autochtone, mais ils parlent la langue et tu fais ça. Donc, tu sais, ces traits-là vont jouer sur le rôle que tu peux jouer dans certains... dire, lequel a le plus de chances d'avoir un rôle passe-partout? Ça dépend vraiment du contexte. On peut parler au côté du cinéma. Au cinéma, ben, on cherche toujours une vérité. On veut avoir, si on a un texte, ben, on veut qu'il soit bien compris. On essaie de licher tout, hein, au cinéma, à la télé. On essaie de rendre ça très, très beau. Mais au théâtre, par exemple, une personne qui a pas la physionomie puis qui parle très bien français pourra incarner un autochtone au théâtre. C'est plus facile. On dirait qu'on se permet plus au théâtre de cette acceptation-là qui peut jouer un autochtone. Tandis qu'au cinéma, oh, il est blond aux yeux bleus, ça marche pas. On y croit pas. Donc, ce n'est pas un autochtone. Tu sais, c'est vraiment cette petite ligne-là. Donc, on a des rôles différents, mais pourtant, on est tous des Autochtones. À quel point qu'on devient des imposteurs soi-même quand on accepte un rôle. Quand on accepte un rôle, est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis ce qu'il demande? En tant qu'Autochtone, il y a ces questions. Mais oui, mais même si tu es Autochtone, est-ce que tu peux pas jouer autre chose qu'un Autochtone? Ben oui. Mais c'est là que je veux en venir. Oui, parce qu'on devrait jouer autre chose que des Autochtones. Du Shakespeare, ça ne devrait pas être un problème, là. Non, parce que... Mais est-ce que ça... Pourquoi qu'on ne devrait pas jouer... Ça n'arrive pas? C'est rare. La seule personne qui m'a donné la chance de ne pas jouer un Autochtone, c'est Sonia Bantipil-Boileau. Dans son film, on joue des Autochtones, mais... On n'est pas l'Indien. On ne joue pas l'Indien. C'est une Autochtone qui vous a donné ce rôle-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on ne joue pas l'Indien. On est dans une réalité, on est dans un contexte autre que de jouer l'Indien sur un cheval avec son fusil. C'est vraiment autre chose. Donc, puis je dis Indien parce que c'est dans l'univers aussi, ça. Donc, il y a plusieurs c'était comme les comédiens, on est confrontés à plusieurs choses, à plusieurs préjugés, à plusieurs réalités. Mais si vous vous cantonnez dans les rôles d'Indiens uniquement, il n'y aura pas beaucoup de travail, là. Non. Ben, il y en a quand même. Il y a quand même une porte, il y a quand même une demande de jouer l'Indien, mais ça n'est plus valorisant. Ça devient que je joue juste ma communauté. Je joue juste ce que je suis. Mais est-ce que vous voyez des améliorations? Est-ce que ça a tendance à changer, par exemple? Parce qu'on parle beaucoup des Autochtones maintenant. Il y a Espace Autochtone qui existe, par exemple, mais il n'y a pas juste ça. Il y a Anne qui parle avec tous ces reportages, donc qui nous ouvre à la réalité des Autochtones, à mieux les comprendre. Et est-ce que le commun des mortels, lui, comprend que un Autochtone, c'est un Canadien comme les autres et qu'il devrait avoir sa place comme n'importe qui dans la société? Tout à fait, oui. Il y a une certaine amélioration. On voit beaucoup sur les plateaux qu'il y a beaucoup plus de consultants. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent informer la réalisation, la production sur certaines techniques, certains savoir-faire autochtones. Donc on essaie vraiment d'aller chercher quelque chose de plus véridique, de plus vrai, de plus proche de la culture. Mais ce qui est encore là, ce qui est encore difficile, c'est que les gens, vu qu'ils n'ont pas cet apprentissage-là des communautés, des nations, c'est que, à un moment donné, on va te faire parler en Atikamekw, puis l'autre scène après, ou dans l'autre émission, ou dans la saison d'après, on va te faire parler en Mohawk. Et pourtant, tu joues le même personnage, c'est juste que tu n'es plus dans la même région dans l'histoire, mais là, tu vas parler en Mohawk. Okay. Donc, tu sais, il y a comme un peu le mélange. Un Autochtone parle toutes les langues, tu sais, jusqu'à... Tu sais, un Innu, c'est un Inuit. Oui, mais ce que je comprends bien, c'est qu'on vous cantonne encore dans le rôle d'Autochtone. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Pour dépasser ça?
Moi, Ils vont voir dans n'importe quelle émission, à la télé, au cinéma, sur scène? Je crois que pour sortir de ce moule-là, il faut créer nos propres créations, faire nos propres choses pour être vus par nous et proposer cette vision. Mais là, on reste encore à part, alors? D'une certaine façon, oui, je crois, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui demande à créer, on nous consulte, après ça, on nous tasse et on fait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans cette... Ouais. C'est encore comme ça. Donc, pourquoi pas créer nos propres choses et on a notre poste de... Mais comme comédien, c'est quoi ton rêve ultime? Oui. Je te tutoie, là. J'ai assez bien d'être ta mère, peut-être même ta grand-mère. Mais ultimement, c'est quoi? C'est de jouer dans le théâtre de Sioui Durand? Ou bien c'est de jouer dans la pièce Des souris et des hommes là, qui va commencer prochainement chez Duceppe? Évidemment, ça serait de jouer pour un public québécois. Évidemment. Oui, mais une création autochtone ou bien d'être un comédien qui essaie toutes sortes de choses, y compris des pièces classiques? Oui, toutes sortes de rôles. C'est des choses que j'aimerais pouvoir explorer. Est-ce que c'est possible? Je ne le sais pas encore. Est-ce que les gens sont ouverts? Mais ton rêve? Oui, ça, c'est mon rêve. Oui, par exemple, ça, c'est mon rêve. Mais est-ce qu'il est possible, même si je le veux très bien, est-ce qu'on est prêt à ouvrir ces portes-là sur les plateaux et à aller vers ça? Tu sais, un noir à la télé ne joue pas un noir. C'est ça l'affaire. Puis pourquoi nous, ici, au Québec, on joue des Indiens? Oui, mais c'est pas ça. C'est ça. On pose la question. Moi, ce que je rêve, c'est... Voilà. Je veux bien des créations, oui. Ben, ça serait le fun d'avoir... Émilie Monet, oui, mais aussi voir des Autochtones partout. Oui. Dans toutes sortes de rôles. Dans n'importe quel téléroman à la télévision. Et pas nécessairement dans un rôle d'Indien. Oui, puis c'est ça, c'est pas le rôle d'un autochtone, c'est le rôle de Charles Buckle-Robertson. Charles joue tel rôle, docteur... Docteur Wilby. Mais tu sais, encore là, on a vu Natacha dans District 31. Oui. Et puis, tu sais, elle joue encore une personne qui a des problèmes. Mais on peut-tu avoir autre chose que des personnes qui ont des problèmes? Oui, mais District 31, c'est toutes des personnes avec des problèmes. Oui, effectivement. Mais pourquoi ça aurait pu être une policière? Ça aurait pu être une gardienne qui vient faire... Il vient faire un Tachan avec les prisonnières qui sont là puis qui partagent un moment de culture. Je ne sais pas, ça aurait pu être vu autrement. Tu sais. C'est ça, mais tu sais, c'est juste des choses, c'est des idées comme ça qu'il faut lancer dans l'univers, je crois. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Voilà, et on va conclure notre émission en live. Oui, on oublie de le dire à nos spectateurs ici qui sont avec nous, qui nous écoutent en ce moment. Monsieur Gaudreault, c'est cette nuit que ça va se passer. C'est une nuit importante. Les politiciens sont invités, ce soir. Donc, on est vendredi 19 octobre. C'est cette nuit jusqu'à 1h du matin. À Montréal, ça varie dans les autres régions, oui. Voilà. Ah oui, à Montréal, c'est à 1h, jusqu'à 1h, mais dans les autres régions, ça peut être différent. Il y a des régions qui font tout le tour de l'horloge. À Montréal, ce à quoi on tient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent passer un moment. Ça commence au Square Phillips. À 17h30, il y a une marche qui va aller jusqu'au Square Cabot à 18h. Et toute la soirée, là, ça s'ouvre avec des tambours sacrés. Ah oui, on voit l'affiche. Il y a différentes ressources qui sont présentes là pour parler de leur travail. Il y a aussi des kiosques de sensibilisation pour la population. Donc, tout le monde est invité. D'accord. Alors, c'est ça, toute la population est invitée. Et puis, vous avez invité, évidemment, tous les gens importants qui ont un rôle à jouer sur l'avenir des sans-abri, qu'on souhaite ne plus être des sans-abri bientôt. Est-ce que c'est un faux espoir? Il ne faut pas que ce soit un faux espoir. Il faut qu'on arrête de constater ce qu'on voit malheureusement. L'an dernier, les ressources ont accueilli davantage de personnes, hommes, femmes. On voit un accroissement. Il y a des familles aussi? On en voit de plus en plus. C'est sûr que la protection de la jeunesse s'occupe des enfants quand les gens se retrouvent à la rue. Et souvent, les gens sont séparés, hommes, femmes, parce que les ressources ne sont pas organisées pour accueillir des familles. On voit davantage ça en Ontario, par exemple, qu'il y a des ressources pour familles. Ici, on l'a peu. Parfois, on va placer en hôtel ou en motel. Et donc, cet accroissement-là, il n'est pas inexorable. Il faut espérer qu'il y ait des actions prévues de fait au niveau du logement, au niveau des services de santé, des services sociaux, au niveau dans l'organisation des réseaux de protection de jeunesse pour qu'on arrête d'avoir des vecteurs qui créent l'itinérance. Les solutions sont identifiées depuis longtemps pour l'ensemble de la population, pour les Autochtones. C'est les réponses qui manquent. Là, on a un nouveau gouvernement. On a 4 ans avec M. Legault. On a une nouvelle ministre de la Santé, Mme McCann, qui s'est occupée du réseau de la santé à Montréal. Et des services sociaux. Et des services sociaux. Donc, elle est interpellée. On l'a invitée aujourd'hui. On va voir si elle est là. Mais on a déjà des contacts avec son cabinet parce qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Et puisque
Autochtones sont particulièrement concernés dans la rue. La ministre des Affaires autochtones du Québec devrait être présente aussi. Avez-vous lancé un appel? Oui, on espère qu'elle sera là, tout comme d'autres ministres qui sont responsables du logement, par exemple, de la justice. Oui. Parce qu'une des problématiques qu'on voit beaucoup à Montréal au niveau des populations autochtones qui sont dans la rue, c'est une surjudiciarisation. Oui. Toutes les personnes qui sont dans la rue ont des tickets, ce qui fait juste ajouter à leur fardeau. Absolument. Mais, les différents organismes dont on parlait tout à l'heure, qui travaillent avec les populations autochtones en ont davantage. Ça ne serait pas si coûteux que ça. Il me semble que les études démontraient que si on les prenait, puis on les sortait de la rue, ça coûterait tellement moins cher que de les laisser dans la rue avec tous les problèmes de santé, évidemment, qu'ils développent et les soins de santé dont ils ont besoin. Définitivement, vous avez raison. La judiciarisation, les coûts des systèmes de refuge, l'intervention policière, c'est des coûts énormes. C'est des coûts aussi pour les personnes qui ont des conditions de vie qui se détériorent. Bien sûr. Qui deviennent moins en santé, qui pourraient prendre leur place dans la société. Et ça peut marcher quand on leur offre un logement, un accompagnement, un revenu. Et quand on s'assure aussi que l'aide, elle dure dans le temps, parce que souvent, ça peut prendre un bout de temps. Il faut reconnaître aux gens le droit à l'erreur avec les parcours de vie qu'elles ont, les personnes. Mais cela peut arriver, et cela arrive qu'on sort les gens de la rue. Malheureusement, souvent, quand on voit l'accroissement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Le problème, c'est qu'il y en a des nouvelles personnes qui arrivent pour toutes sortes de raisons. On parlait du coût du logement tout à l'heure à Montréal. Pour l'ensemble de la population. C'est incroyable que ça existe dans une société si riche. On aurait les moyens de... Absolument les moyens. Absolument. Merci à tous. Merci Anne Panasok. Nous allons donc aller écouter ou réécouter votre reportage à la télévision pour Enquête, mais surtout votre balado, disponible donc sur le site de Radio-Canada. Les 6 premières, et puis ces applications balado sur le téléphone. Voilà. Charles Buckle, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, on garde la surprise pour la semaine prochaine. On vous laisse préparer votre prochain sujet. Pierre Gaudreault, merci infiniment. Bonne chance pour la nuit prochaine. Espérons qu'il y ait beaucoup de monde. On invite toute la population, que ce soit au Québec et surtout à Montréal, Québec et dans les régions, d'aller participer à cette 29e nuit des sans-abri. Voilà, merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, 12h15, pour un autre Facebook Live d'Espace Autochtone en direct. Au revoir. Au revoir.